Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Essentiel, l'émission qui vous dit tout sur l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à la rénovation, à la construction durable et un thème essentiel et une question à laquelle nos invités vont répondre. Allons-nous vers un paysage durable et responsable? Vaste question, grand débat et pour y répondre, des invités de marque, des experts de l'économie sociale et solidaire. Et je vais commencer par vous présenter Madame Giraud. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Agence générale parisienne pour le climat. L'Agence parisienne du climat, plus précisément. Alors dites-moi, quelle est cette agence? Alors l'Agence parisienne du climat, c'est une alliance pour la mise en œuvre du plan climat de Paris. Cette agence, elle a été créée il y a presque 6 ans, à l'initiative de la ville de Paris, pour avoir un dispositif qui permette d'aller de façon très concrète, accompagner, que ce soit les citoyens ou les entreprises, à mettre en œuvre une politique de rénovation énergétique, puisqu'on est sur le sujet du bâtiment, mais aussi de maîtrise de ses consommations, en fait d'accompagnement global sur toutes les grandes questions énergie, climat du territoire parisien. En face de vous, un duo d'hommes, président, vice-président. Alors le président Simon Lenné, vous êtes président de Plateau Urbain. Oui. À vos côtés, votre vice-président qui est monsieur Paul Citron. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le Plateau Urbain? Alors, Plateau Urbain, c'est une association qui a été créée en juillet 2013, dont l'objet est de jouer l'interface entre des propriétaires de bâtiments vacants amenés à être détruits et des porteurs de projets issus du milieu de l'économie sociale et solidaire, des artistes et des jeunes entreprises. Le but étant justement de créer des espaces intercalaires permettant l'incubation de projets en attendant le renouvellement des bâtiments. Donc c'est une forme d'écologie vu qu'on réemploie le bâtiment sur une période qui n'était pas exploitée. Votre président a tout bien dit ou vous avez quelque chose à rajouter? Non, il a tout bien dit, comme d'habitude. Alors en face de vous, Laure Kunsinger, qui préside et dirige LK EcoWork. C'est une toute nouvelle entreprise qui a pour vocation de... On est une nouvelle association qui est le premier concept d'économie sociale et solidaire en termes de coworking. On doit travailler notamment avec Plateau Urbain. L'idée, c'est de montrer qu'on peut faire de l'éco-responsable sur les lieux de coworking. S'il y a beaucoup de lieux tertiaires aujourd'hui qui sont vacants, il faut les utiliser bien et les utiliser aussi de manière responsable et généreuse puisqu'on reverse via la plateforme Microdon à des associations derrière. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui sur We Love Green pour lancer ce projet avec tous nos partenaires. Voilà, et on est ravis et moi je suis ravie parce que c'est le lancement de ce bébé, donc on est ravis. Voilà. Alors vous allez apporter votre savoir et votre expertise sur ce débat autour de l'éco-construction, la rénovation des bâtiments, les bâtiments durables et responsables. L'émission va se dérouler en 2 temps. Premier temps, la rénovation des bâtiments et l'éco-responsabilité. Moi j'ai une question à vous poser, vous qui êtes une experte, Madame Giraud. Qu'est-ce qu'un bâtiment qui devient éco-responsable ou durable ? Alors un bâtiment qui devient éco-responsable, c'est effectivement le cas sur Paris parce qu'on est plus dans la rénovation du bâtiment que dans la construction. Un bâtiment éco-responsable, c'est un bâtiment qui va d'abord réduire de manière massive ses consommations d'énergie. Donc il va engager une rénovation de sa façade, qui va engager une rénovation de sa toiture, qui va changer aussi ses modes de chauffage. Mais c'est aussi surtout un bâtiment dans lequel les usagers, quand ils vont venir dans le bâtiment, vont aussi comprendre comment est-ce qu'ils vont gérer leur consommation d'énergie et eux-mêmes faire une partie du chemin sur la sobriété énergétique et sur les économies d'énergie. Puisque les techniques feront une part, mais les usagers et la façon dont les usagers s'approprient ce bâtiment et pourront l'utiliser, ça fait une grosse partie qui, elle, va durer tout le temps de la vie du bâtiment et de la vie des personnes dans le bâtiment. Et le deuxième thème de ce débat sera autour de la vacance des lieux. Et ça, c'est votre expertise, la vacance des lieux. Qu'est-ce qu'un lieu vacant ? Et comment fait-on finalement pour le récupérer et finalement lui donner une autre utilisation? Alors, il y a plusieurs typologies de lieux vacants. Ça va être des bâtiments, dans un premier cas, qui vont être acquis par des collectivités dans le cadre de projets urbains. Donc l'idée est de renouveler la ville. Donc on va racheter les terrains et on va attendre en fait que le processus de création du quartier soit lancé pour pouvoir entamer les processus de construction. Donc là, on va avoir un delta d'environ 5 ans, de 3 à 5 ans, où le bâtiment n'est pas utilisé et ne peut pas être loué d'une manière commerciale classique. Il y a une autre type de vacances de bâtiments, c'est des bâtiments qui en fait sont sortis du marché
donc ils ne plaisent plus en fait aux utilisateurs et ils ne peuvent pas être loués. Donc ils ne fonctionnent pas. Et après, il y a d'autres espaces vacants qui vont être des lieux qui ont perdu de leur commercialité. Donc c'est des lieux, des espaces urbains qui ont périclité. Donc ça va plutôt être des commerces, par exemple, où du coup les commerçants n'arrivent plus à vivre sur ce territoire parce qu'il y a un manque d'attractivité et les lieux commencent à se vider. Ce qui est intéressant avec l'usage des lieux vacants, c'est qu'on voit, et c'est bien normal, la vacance comme un manque à gagner économique pour les propriétaires. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une plus-value sociale et solidaire avec ces bâtiments. C'est-à-dire que les bâtiments vacants, c'est des bâtiments qui sont temporairement sans valeur d'échange, sans valeur économique. Et donc, l'idée, c'est de leur reconférer une valeur d'usage en les investissant. Alors justement, le marché de l'éco-construction, de la rénovation des bâtiments et leur transformation en bâtiments durables est en pleine évolution. Et Laure Kunsinger, vous êtes très intéressé par ce phénomène. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer comme évolution autour de ce marché depuis ces dernières années, ces derniers mois ? Alors, il faut savoir que nous, on travaille beaucoup avec le plan bâtiment durable. On est soutenu par le plan bâtiment durable, qui est d'ailleurs qui a beaucoup de groupes prospectifs sur 2020-2050. Ce qu'on remarque aujourd'hui, notamment à Paris, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens. On est beaucoup sur l'ancien, donc ça veut dire un besoin énorme en termes de rénovation énergétique. D'où le rôle aussi que joue l'Agence parisienne du climat, parce que pour nous, c'est important aussi d'appuyer sur eux et sur la sensibilisation à la fois des habitants, mais aussi des personnes qui sont dans les bureaux, parce que ça passe avant tout par du responsable. Construire des bâtiments à zéro énergie, des bâtiments qui sont complètement à énergie positive, c'est compliqué. Donc il faut rénover, réhabiliter. Et donc ça va être notre rôle, c'est aujourd'hui d'aller sur une réhabilitation, notamment à Paris ou dans des villes qui sont touchées par ces logements anciens et dans lesquels il faut travailler. Voilà. Après, le prix des mètres carrés, il peut augmenter au fur et à mesure, mais du coup aussi, on apportera une plus-value, ce qu'on appelle la plus-value verte, la valorisation verte, qui permettra aussi aux gens qui sont dans ces locaux de pouvoir les valoriser. Donc il y a ce lien économique qui est aussi important. Alors justement, vous parliez de Paris, qui est quand même un pôle important en termes de rénovation. Qu'est-ce que fait la ville de Paris justement pour mettre en place ce plan de rénovation durable et responsable ? Alors, la ville de Paris est engagée depuis déjà de nombreuses années sur ces questions-là, puisque déjà dès 2007, il y avait un plan climat très ambitieux qui visait la rénovation complète du parc bâti parisien jusqu'en 2050. Donc, c'est une opération lourde et c'était ça l'objectif du plan climat. Tout ça pour être en phase avec nos objectifs globaux de lutter contre le changement climatique et pour éviter d'avoir plus de 2 degrés pendant le 21e siècle. Alors, très concrètement, là maintenant, on s'est aperçu entre 2015 et 2016 que si on voulait atteindre ça, il allait falloir passer à la vitesse supérieure. Et la ville de Paris a lancé il y a quelques semaines un grand programme qui s'appelle Éco-Rénovons Paris, dont l'Agence parisienne du climat est d'ailleurs le guichet unique sur Paris, pour permettre de donner aux Parisiens les outils, les moyens et la capacité de monter des projets qui sont, on le sait, en copropriété plus complexes qu'en maison individuelle, parce que c'est difficile de tomber d'accord entre copropriétaires sur un projet de rénovation. Donc accompagner les Parisiens dans la façon dont ils vont structurer leur projet, créer cette demande. C'est une demande robuste, une demande qui se met en mode projet et qui se valide dans le temps. Et puis aussi travailler, et c'est notre rôle, travailler avec les professionnels pour que les professionnels puissent se préparer à ce nouveau marché, à ces nouvelles technologies, avec des dispositifs financiers plus efficaces également pour pouvoir accompagner les copropriétaires. Donc créer la demande, structurer l'offre. Et c'est vrai que ce grand programme Éco-Rénovons Paris qui vient de se lancer s'appuie aussi sur des projets que l'on voit sortir, qui sont des projets ambitieux et qu'on voit que malgré les difficultés, eh bien, il y a des copropriétaires qui s'engagent sur des projets qui sont assez symboliques de la transformation du parc bâti parisien et nous, on y croit fort. Alors justement, Laure Kunsinger, donnez-moi des exemples d'une rénovation éco-responsable et durable. Alors, ça passe par la prise en charge du bâtiment, mais dans l'ensemble de son cycle de vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder l'environnement du bâtiment. Donc, on va passer à la fois de l'environnement du bâtiment au bâtiment en lui-même, travailler sur les problématiques d'isolation. Alors la rénovation, elle passe à la fois par différents corps de métier, que ce soit des ingénieurs, des responsables, des menuisiers, des paysagistes. Ça passe un peu par beaucoup de corps de métier parce que le bâtiment est très investi. Ils ont beaucoup de certifications à mettre en place. C'est un secteur qui rencontre pas mal de difficultés parfois, mais en tout cas, c'est des gens qui en veulent. Il y a aussi beaucoup de bon sens en fonction des régions, parce que ça change aussi en fonction des régions. Donc c'est ça. Puis c'est aussi penser à ce qu'on met dans le bâtiment. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser
utiliser. Par exemple, aujourd'hui, vous allez trouver du mobilier en carton. C'est tout bête, mais le bâtiment, c'est à la fois l'extérieur, mais c'est aussi l'intérieur. Vous pouvez parler aussi des châssis des fenêtres. Les châssis des fenêtres, ça va passer par tout ce qui est isolation. Donc du coup, voilà, je pense qu'il faut poser... Donc le bâtiment, on ne voit pas qu'il a été transformé. En réalité, il l'est complètement. Il l'est complètement. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, je pense que c'est de parler au global du bâtiment, ne plus faire une petite retouche par-ci, une petite retouche par-là. C'est vraiment de réfléchir au cycle de vie du bâtiment dans sa globalité. Et là, vous arrivez à avoir des projets qui débouchent et qui peuvent avoir une pérennité, puisque l'idée, c'est de pouvoir avoir ces projets pérennes du bâtiment. Voilà. Après, je ne suis pas experte du bâtiment. Mais justement, voilà. Vous qui travaillez pour Plateau Urbain, est-ce que vous pouvez compléter un peu l'analyse de Laure Kunzinger et nous donner des exemples, qu'on comprenne bien ce que c'est qu'un bâtiment éco-construit, rénové, durable et responsable? Moi, il me semble qu'il y a un aspect intéressant dans l'éco-rénovation et l'éco-conception des bâtiments, c'est peut-être aussi la question de l'échelle. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, il faut que l'éco-conception soit à l'échelle du logement? Est-ce qu'il faut que ce soit à l'échelle du bâtiment? Est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer à l'échelle d'un îlot ou d'un quartier? Parce que ça, justement, pourquoi est-ce qu'on demanderait les mêmes performances énergétiques à un bâtiment orienté plein nord ou à un bâtiment orienté plein sud? Et donc peut-être qu'il y a aussi c'est cette question à prendre en compte. Après, on ne change pas seulement les fenêtres, on ne change pas seulement le mobilier. Qu'est-ce qu'on change encore pour devenir éco-responsable et durable? Il y a une manière aussi, du coup, sur les aspects de rénovation patrimoniale, qui est de permettre la réversibilité du bâtiment dans le temps. Donc il y a aussi l'aspect énergétique qui a été abordé, et le fait de pouvoir concevoir des bâtiments neufs, donc du coup qui vont être réversibles dans leurs usages, et de pouvoir révéler aussi le patrimoine, par exemple sur la réflexion d'un hôtel particulier, d'arriver à remettre en avant les façades, de libérer les espaces et de pouvoir permettre d'accueillir aujourd'hui une activité qui est source de valeur et qui fonctionne, et dans 15 ans de pouvoir accueillir une autre activité quand celle-ci aura évolué. Donc c'est aussi penser le bâtiment dans le temps et pas le penser pour les 5 prochaines années. Et justement, peut-être qu'avec ça, on arrivera à avoir moins de produits, comme on le disait au début, qui sortent du marché et qui du coup ne peuvent plus trouver preneur. Parce que finalement, il me semble que la meilleure manière aussi d'avoir des bâtiments éco-conçus, c'est d'en construire moins. De mieux utiliser l'existant, de savoir rénover l'existant, et plutôt que d'aller continuer à étendre la ville comme c'est le cas aujourd'hui. Mais Anne Giraud, ça doit coûter excessivement cher de rénover un bâtiment et de le rendre éco-responsable et durable. Ça doit coûter, quand vous changez votre cuisine ou que vous achetez un nouveau divan, on ne vous demande pas quel est le temps de retour. Voilà. Donc la rénovation, c'est un investissement qui est rentable à long terme, qui coûte, mais qui est un investissement qui va permettre de donner de la valeur patrimoniale à votre bâtiment. Si vous louez ce bâtiment, il va permettre aussi d'être loué, d'éviter qu'il y ait des locataires qui se succèdent rapidement et avoir des trous dans votre location. Et donc cette valeur verte, elle commence à venir. Et puis après, il y a des dispositifs financiers qui existent. Et ces dispositifs-là, ils accompagnent aussi le modèle financier du copropriétaire que l'on va trouver. Il y a des personnes qui pourront faire tout de suite. Il y en a qui reprendront un petit peu plus de temps. Et c'est la construction du projet avec son mode de financement sur lequel on accompagne les personnes pour pouvoir trouver le bon scénario de financement qui vont le permettre de faire progresser. Et puis, les factures énergétiques, même si on est maintenant dans un contexte où l'énergie est peu chère, on sait très bien que l'énergie va devenir de plus en plus chère dans l'avenir. Donc, réaliser des économies d'énergie, anticiper ces évolutions dans ce contexte actuel, c'est aussi se prémunir face à des factures énergétiques qui seraient très importantes et qui feraient rentrer un certain nombre de populations, plus d'une 50 000 ménages sur Paris, qui sont en situation de précarité énergétique et qui peuvent basculer à un moment donné dans une situation où ils ne peuvent plus payer leurs factures. Donc il ne faut pas parler de coûts, il faut parler d'investissement, de modèles financiers, d'accompagnement progressif pour que la rénovation se fasse pas à pas en fonction des caractéristiques et des besoins des copropriétaires. Est-ce que c'est une contrainte de rénover, d'éco-rénover, ou c'est libre finalement? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question?
En termes de coûts, pour avoir fait une étude dans le cadre de Réinventer Paris, justement sur un hôtel particulier au mois de décembre dernier, le surcoût de la rénovation éco-conçue, il n'est pas énorme. Donc si on avait fait une rénovation du bâtiment à minima, donc là c'était sur 6000 m², on est sorti à 4 millions d'euros de rénovation. Si on était parti sans les équipements au-dessus, on économisait 1 million. Sauf que vu ce qu'on expliquait au début, que maintenant il faut concevoir la vie du bâtiment derrière, en fait ce qui a été surinvesti un peu au début, on l'économise dans la gestion. Donc c'est amorti sur la durée de vie du bâtiment. Donc c'est pas finalement un surcoût, c'est une autre manière de penser le bâtiment et d'arriver à intégrer complètement son lancement et sa vie derrière. Donc du coup il y a de nouveaux types d'opérateurs qui se positionnent en tant qu'ensembliers urbains et gestionnaires de bâtiments pour à la fois proposer une rénovation, une réhabilitation et ensuite assurer la gestion de ce bâtiment. Donc d'une façon en fait un peu plus intégrée, comme on va retrouver aux États-Unis, même si au début c'était pas forcément sur des constructions, où le constructeur derrière en foncière va gérer la vie de son bâtiment. Alors justement, Laure Kunsinger, vous intéressez aussi, au-delà de la rénovation d'un bâtiment existant, au réinvestissement de bâtiments qui sont dits vacants. Parce que ça aussi, c'est un vrai problème, que ce soit à Paris ou en France. Il y a à peu près en France, je ne me trompe pas, je crois 3 millions de bâtiments qui sont vacants. Quel est l'intérêt de les réinvestir et de les réoccuper et quelle destination leur donner ? Alors moi ce que je trouvais intéressant, c'est la démarche de Plateau Urbain qui eux résorbent justement la vacance. Donc moi c'est ça que j'ai trouvé intéressant. L'idée, eux quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit déjà qu'à Paris la vacance représentait 43 tours Montparnasse. Je trouve que c'est un chiffre quand on vous le donne qui est énorme. En Ile-de-France. C'est ça, ouais. C'est énorme. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire qu'on va les réinvestir, ces lieux, et en faire des lieux de vie et de proximité. Donc, par exemple, c'est arrivé dans des quartiers qui aujourd'hui manquent de dynamisme et pouvoir mettre des lieux comme des lieux de coworking ou autres et redynamiser la vie de quartier. C'est important aussi de s'appuyer sur la vie locale, de donner à la population des lieux dans lesquels ils ont envie d'aller et de s'en servir pour donner une espèce de petit coup de pouce aussi à des quartiers qui aujourd'hui sont peut-être plus morts entre guillemets que d'autres. C'est pas un très joli mot, mais en gros c'est ça. C'est arriver à vraiment redonner de la vie et donc arriver avec des projets qui mixent à la fois l'associatif, qui mixent des entreprises, des startups, parce que les startups en ont besoin, et les étudiants. L'idée aussi c'est que les étudiants participent à ces projets. Ce sont leurs villes, ce sont leurs bâtiments, donc il faut aller plus loin avec eux et leur mettre à disposition ces bâtiments pour qu'ils avancent dedans. Justement, la réoccupation des lieux vacants, c'est une vraie problématique pour vous à l'Agence parisienne du climat? Alors chez nous à l'Agence parisienne du climat, non, c'est pas une préoccupation et on sait qu'il y a d'autres acteurs sur le terrain qui s'en occupent. Nous, notre préoccupation, c'est d'engager la rénovation, que ça soit occupé ou pas. Mais effectivement, il y a une problématique globale de logement à Paris. Donc on a besoin de logements pour loger des populations qui cherchent et qui, s'ils ne le trouvent pas, vont aller à l'extérieur avec tous les problèmes que ça peut poser. Donc c'est un problème plus global parisien que ce sur quoi on travaille nous à l'agence. Mais j'imagine que vous travaillez en étroite collaboration, peut-être parfois avec Plateau Urbain. Et pas encore, mais on va tenter là. On espère sûrement après. Alors vous êtes expert justement en vacances de lieux. Vous prenez un lieu et vous le réinvestissez. Comment est-ce que vous intervenez ? Alors la manière dont on intervient, c'est il y a 3 étapes dans le processus. Déjà, c'est une expertise sur le bâtiment. C'est savoir si finalement il est utilisable en l'état ou s'il y a un coût d'investissement trop fort pour pouvoir permettre une occupation éphémère. Parce que du coup, nous, on parle surtout d'occupation éphémère. On va amorcer en fait l'usage du lieu pour pouvoir permettre peut-être un réemploi plus pérenne ensuite. La deuxième étape, ça va être de faire un appel à candidature ouvert sur la ville en du coup sollicitant les réseaux locaux. Donc on va aller voir les maisons des associations des communes. On va se renseigner sur le réseau culturel qui est déjà en place sur les quartiers. Après, on va interpeller les réseaux d'entreprises et de création d'entreprises et du territoire et de l'échelle de la région parisienne afin d'avoir une multitude de candidats. Une fois qu'on a ces candidats-là, on va opérer avec le propriétaire du bâtiment ou le futur gestionnaire la sélection du bâtiment. L'idée, c'est de permettre une mixité complète et de pouvoir expérimenter en fait de nouveaux usages. Nous, on utilise la vacance en fait comme un laboratoire urbain d'expérimentation de nouveaux usages et de nouveaux types de programmation. Mais justement, ce nouvel usage, en quoi est-ce que c'est social et solidaire ? En quoi est-ce que c'est éco-responsable ou durable ? Alors déjà, il me semble que si on peut utiliser
des bâtiments, même si c'est des passoires énergétiques ou pour pouvoir y mettre des gens, y mettre des projets, c'est social dans le sens où ça sert une activité sociale, et ça crée de l'emploi, ça fait du développement économique, du développement social et solidaire. Il y a un exemple, par exemple, en ce moment, on est sur un projet d'occupation temporaire qui a commencé en 2012 d'un ancien hôpital à Paris. C'est l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, c'est le projet des grands voisins. Et donc aujourd'hui, ça mixe à la fois 120 structures de l'économie sociale et solidaire, de la culture et des structures associatives ou entrepreneuriales avec de l'hébergement d'urgence. Donc il y a 600 personnes hébergées par l'association Aurore qui gère le projet. Et donc là on voit bien que cet hôpital qui aurait dû rester vacant en attendant d'être détruit pour y construire des logements qui seront, je l'espère, éco-conçus, en attendant on lui redonne un usage social, solidaire, et donc en mixant toutes ces activités. Et le temporaire ne devient jamais pérenne? Il y a des exemples de temporaires qui sont devenus pérennes. Par exemple, il y a le 6B en Seine-Saint-Denis qui sont un peu les pionniers de l'éphémère, où là ils sont en train de réfléchir à une forme d'acquisition pour pouvoir pérenniser l'opération. Donc je pense qu'il y a des cas où la pérennisation est intéressante, elle peut être conçue même à la terme de l'occupation temporaire ou même à l'initiative du projet. On peut amorcer un projet de manière temporaire, histoire d'attirer en fait tous les acteurs nécessaires autour et ensuite penser à sa réhabilitation. Mais le temporaire en soi est aussi une chance parce que ça permet de retirer toute valeur économique. Nous, les mises à disposition qu'on fait, elles sont faites au prix des charges. Donc, c'est-à-dire on responsabilise les utilisateurs par rapport au coût que vont leur coûter le bâtiment et ça fait du social parce que justement le mode de sélection n'est pas sur la qualité du business plan de la start-up, sur la capacité financière de l'association en fonction de ses subventions à payer le loyer ou de celle d'un artiste. Donc du coup on va pouvoir toucher un champ beaucoup plus large et avoir une réflexion bien différente sur la manière de concevoir les espaces. Justement, Laure Kunsinger, vous voulez absolument vous lancer dans la réappropriation de lieux qui sont vacants et notamment je crois que vous avez un grand projet autour des gares. Oui, on participe d'ailleurs avec Plateau Urbain au projet qui a été lancé, c'est l'appel à projet qui s'appelle Gare Partagée. On pitch mardi. L'idée, c'est de pouvoir faire des gares d'Île-de-France qui sont souvent des lieux de passage, des lieux de vie. Donc la SNCF a lancé ce grand appel à projet. On est très fiers d'y participer et l'idée, c'est de venir et de proposer aux personnes de pouvoir être dans des lieux de coworking ou de refaire. Ce sont généralement des anciens appartements de chefs de gare, par exemple, ou des parkings qui ne sont plus occupés. Et l'idée, c'est d'occuper ces mètres carrés qui peuvent aller de 20, 40, 150 à 300 mètres carrés, de pouvoir les occuper et de faire quelque chose qui soit autour de lieux de vie versus les lieux de passage. Donc la gare existera toujours. Elle existera mais toujours. Ce qui se passera à l'intérieur sera complètement différent. Exactement, on pourra trouver une crèche, on pourra trouver des magasins de proximité, on pourra s'arrêter pour travailler, s'il y a des grèves, s'il y a des inondations, qu'on est coincé quelque part, tout simplement, on pourra trouver ces lieux et les gares ne seront plus juste ces lieux où vous passez, vous prenez des billets, puisque l'Île-de-France en fait regroupe le plus grand nombre de voyageurs versus la France entière en fait. Il faut savoir qu'en Île-de-France, il y a 365 gares et que voilà, aujourd'hui, ça représente, je crois, plus de 50% des voyageurs totaux que regroupe la SNCF. Voilà. Le mot de la fin pour Anne Giraud. Tout ce qui va toucher à l'éco-construction, à la rénovation, c'est vraiment l'avenir pour le bâtiment. On ne va plus pouvoir y échapper. Ah bah oui, c'est inéluctable. Il n'y aura pas de bâtiments qui seront d'abord construits sans être aux normes maintenant qui sont très exigeantes. Et puis la rénovation, forcément, va devoir aller de soi. On a des engagements par rapport au changement climatique. On doit maintenir nos ressources énergétiques et les préserver. Donc forcément, le bâtiment, surtout dans une ville comme Paris, c'est 40% de la consommation d'énergie, c'est le bâtiment. Si on veut atteindre nos objectifs, il va falloir passer par le secteur du bâtiment et puis aussi travailler du coup à faire une ville qui soit une ville désirable, qui soit une ville où on a du plaisir de vivre ensemble et qui exerce un peu de résilience par rapport aux épisodes un peu complexes qu'on peut vivre comme en ce moment, et le bâtiment il joue un rôle majeur et puis ça crée de l'emploi aussi. Donner du plaisir. Je voulais juste aussi encourager vos auditeurs, s'ils ont besoin d'espace pour développer leur projet, à s'inscrire sur la plateforme de Plateau Urbain sur plateauurbain.com. Eh bien, merci beaucoup, chers invités, d'être venus aujourd'hui sur ce plateau. Laure Kunsinger, vous vouliez finir? Non, c'est pour vous remercier. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission.
en particulier Laure Kunzinger, sans qui toutes ces émissions ne seraient pas possibles. Donc je tiens quand même à lui faire une petite dédicace. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour une nouvelle émission essentielle. Tout savoir sur l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.